Bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge Sévèque au micro de nos rencontres médicales du jeudi. La chirurgie esthétique est un art à la fois ancien et nouveau. Ancien car les hommes ont toujours cherché à restituer un corps mutilé, déformé, accidenté, son intégrité ou une harmonie. Nouveau car sans cesse perfectionné pour gommer les outrages du temps tout en donnant, autant que possible, l'apparence du vrai. Elle connaît ces dernières années une véritable explosion dont témoigne la demande croissante de soins esthétiques, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux, aussi bien pour les femmes que maintenant les hommes. Avec nous pour faire le point sur sa spécialité et répondre aux nombreuses questions qu'elle soulève, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jacques Ohana, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Docteur Ohana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir traversé Paris, c'était un petit peu difficile. Bonjour. Alors, je parlais dans le lancement de chirurgie esthétique. On parle parfois de plastique, de réparatrice. Quelles sont les grandes différences ? Oui, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous me faites sur une radio que j'apprécie particulièrement et dont j'apprécie réellement la qualité et la pertinence. Pour répondre à votre question, globalement, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie des formes en général. On va dire que c'est un terme générique et global qui recouvre effectivement deux aspects. La chirurgie réparatrice d'un côté, la chirurgie esthétique de l'autre. La chirurgie réparatrice a pour but de réhabiliter une morphologie modifiée par un accident, une tumeur ou un traumatisme. L'exemple typique en est la reconstruction de sein après cancer. La chirurgie esthétique, elle, s'attache à modifier des formes qui sont naturelles, mais qui sont jugées inesthétiques ou qui sont mal vécues par une personne. Et donc, on va dire que c'est plutôt une chirurgie qui s'intéresse à des sujets qui sont sains au départ, indemnes de toute pathologie. On va y revenir tout à l'heure. Je vous interrogerai sur la demande, sur les motivations. Je voudrais juste vous poser d'abord une première question. Est-ce que le boom de la médecine et de la chirurgie esthétique est quelque chose de réel ? On a quand même le sentiment que c'est une véritable explosion. Écoutez, on a peut-être ce sentiment. En réalité, c'est une demande qui est effectivement progressivement croissante. Elle est croissante parce qu'elle s'adresse à des générations de plus en plus habituées à ce type d'intervention, pour qui la chirurgie esthétique n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans le domaine culturel. Alors peut-être que le rôle des médias y est pour quelque chose, des émissions télévision, etc. Le recours à la chirurgie esthétique est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'exception. Voilà, donc qui est assez fréquent, effectivement. Pendant longtemps, on a eu le sentiment que cette chirurgie se faisait dans une certaine clandestinité. Les chirurgiens avaient un petit peu de mal, hésitaient à s'afficher esthétique, et puis les patients étaient pudiques, ou je dirais carrément discrets, n'osant pas y reconnaître, y avoir recours. C'est un petit peu aussi ce qu'on a actuellement. Tout à fait, non. Disons, dans les années 70-80, les chirurgiens plasticiens mettaient en avant leur formation de réparateurs. C'était ce qu'ils considéraient comme la part noble de leur activité. Et c'est vrai que la part esthétique était plus ou moins acceptée. C'était le côté pas le plus glorieux de leur activité. Dans les années 80, il y a eu un renversement total de la situation parce que la chirurgie esthétique a fait d'abord des progrès considérables. Elle est devenue efficace, elle est devenue beaucoup plus simple et elle s'est significativement démocratisée avec le temps. La demande a été importante et il y a maintenant absolument aucune réticence particulière à se présenter comme un chirurgien esthétique. Un petit mot peut-être d'histoire, parce qu'effectivement on parle d'un passé tout à fait récent, et en fait on se rend compte que l'esthétique a toujours préoccupé l'homme depuis l'Antiquité. L'esthétique en général, la beauté en particulier, le rajeunissement sont des phénomènes qui ne connaissent aucune variabilité ou aucune modification dans le temps, dans les civilisations, dans les générations. Il est certain, par exemple, que dans les civilisations antiques, que ce soit égyptienne, que ce soit indienne, le culte de la beauté était quelque chose de permanent. Et c'est vrai que déjà, en dehors de tout ce qui est cosmétique, de tout ce qui est maquillage, de tout ce qui est produit, quelques premières tentatives de chirurgie ont été découvertes lors de l'époque égyptienne et en Inde, à une époque où on punissait les femmes infidèles, autant d'ailleurs que les voleurs, par des amputations du nez.
Et l'amputation du nez... La main chez les voleurs et le nez chez les femmes Oui, infidèles. le nez aussi chez les voleurs. Et ça fait se développer une technique tout à fait particulière qu'on appelle la rhinoplastie par lambeau frontal. Et effectivement, des premiers parchemins qui datent de plus de 3000 ans ont été retrouvés, désignant des techniques quand même surprenantes pour l'époque. Alors vous évoquez la médecine égyptienne. Les Hébreux, eux, accordent une certaine importance à l'hygiène et la médecine préventive. Oui. Là, on n'est plus tellement dans le domaine de l'esthétique, on est dans le domaine effectivement de l'hygiène, de l'acte chirurgical. Oh, il y a quelques anecdotes dans un ouvrage qu'avait écrit Sidney Ohana il y a quelques années, il expliquait que, de façon anecdotique, la première lipectomie, on en reparlera tout à l'heure, avait probablement eu lieu à cette époque. Oui, c'est possible, mais vous savez... J'imagine l'inconfort quand même pour les patients. Bien évidemment, ce qui est anecdotique n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut trouver des anecdotes partout, voilà, de ce genre. Vous nous dites un mot sur la chirurgie au Moyen-Âge, parce que ça m'a toujours intrigué, ces barbiers, chirurgiens, ambulants. Oui, c'est certain que la chirurgie, ou être chirurgien, n'était pas quelque chose de particulièrement honorable, et c'était réservé effectivement aux barbiers. Il faisait la barbe et il réduisait les fractures. Voilà, d'avoir recours à ce type d'activité. Et concernant plus précisément l'esthétique, on peut réellement parler d'une période d'obscurantisme avec une forte incidence religieuse qui a conduit à une absence totale de développement des techniques. Et vous vous souvenez d'ailleurs en particulier que Léonard de Vinci, qui effectuait ces dissections, les effectuait évidemment en cachette, la nuit, avec de grands risques d'excommunication. Toucher au corps était quelque chose de particulièrement puni par l'Église, et c'est ce qui explique une très très longue période d'obscurantisme. Et un des chirurgiens italiens qui, toujours pour cette reconstruction du nez, mais à la suite de traumatismes ou de pathologies syphilitiques, a inventé une technique, eh bien, il a été quand même excommunié, et malgré la technique tout à fait originale qu'il a mis au point, eh bien, il a fini dans une fosse commune. Les progrès de la chirurgie esthétique, de la chirurgie en général, naissent à la fin du 19e siècle avec l'anesthésie générale ? Oui, les progrès de l'asepsie d'une part et les progrès de l'anesthésie ont permis un bond spectaculaire à la chirurgie parce qu'elle rendait possible des actes plus efficaces sans cet inconfort insupportable qu'était la douleur. Comment on opérait pendant les campagnes napoléoniennes ou la guerre de sécession, puisque là on n'a pas d'anesthésie, c'était vraiment du Bourbon, comment on raconte ? Effectivement, il fallait quasiment étouffer le patient, l'attacher, le lier pour pratiquer une amputation par exemple, avec toutes les complications que cela supposait. Non, l'asepsie et l'anesthésie marquent un tournant radical dans l'histoire de la médecine en général, de la chirurgie en particulier, et bien évidemment, dans un ordre tout à fait secondaire, aussi pour la chirurgie esthétique, bien sûr. Alors, on dit que c'est l'arrivée des millions d'immigrants aux États-Unis qui constitue un des facteurs déterminants du développement de la chirurgie esthétique, voulant cacher leurs origines ethniques. Non, je ne crois pas. Vous ne pensez pas ? Non, pas du tout. Ce qui a certainement été l'élément déclencheur de l'origine, de la naissance, du développement de la chirurgie esthétique, c'est malheureusement les traumatismes, les mutilations, suite à la Première Guerre mondiale. Lorsqu'un patient devenait défiguré, les gueules cassées, la moitié du visage, un nez qui disparaît, une amputation dramatique, les chirurgiens se sont trouvés face à des problèmes quasiment insolubles et ont dû faire preuve d'une ingéniosité exceptionnelle pour essayer d'inventer des techniques, et c'est petit à petit, en essayant de corriger ces traumatismes, qu'on a eu une bien meilleure connaissance des tissus et de leurs réactions, et qu'on a pu aller d'abord à la reconstitution des formes et ensuite à la réhabilitation fonctionnelle. C'est donc la naissance de la chirurgie réparatrice, dont l'esthétique est, on va dire, la fille naturelle.
Le cinéma intervient beaucoup dans les canons. On cite la silhouette de Marilyn, les seins de Jane Russell, le nez de Juliette Gréco qui avait fait scandale quand elle avait décidé de se faire opérer. C'est important ça pour le public. Oui, oui, il y a quelques faits marquants. Il est évident que les people, les stars sont, on va dire, des personnes particulièrement en vue et effectivement, ils sont un petit peu suivis. Mais bon, la grande majorité des patientes ont des demandes qui sont tout à fait raisonnables, tout à fait équilibrées, etc. Alors, la chirurgie esthétique, vous dites, elle démarre finalement récemment. Là, on parlait de chirurgie réparatrice. La chirurgie proprement esthétique, on va en parler dans cette émission. On a un petit peu de mal entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Il y a une frontière entre les deux qui est étroite. Non, il n'y a pas une frontière, il y a une complémentarité totale. Alors, si on veut être très précis, la première intervention à caractère esthétique était effectivement faite par un chirurgien allemand qui s'appelle Jacques Joseph et qui a été la première rhinoplastie. Voilà, on peut dire que c'était la première intervention à visée esthétique. Rhinoplastie, c'est l'opération du nez. Rhinoplastie du nez, bien sûr, c'est l'opération du nez. Ensuite, effectivement, il a fallu attendre les progrès faits en matière de chirurgie réparatrice pour une meilleure connaissance des tissus et on peut dire que c'est dans les années 60-70 qu'a commencé vraiment l'essor de la chirurgie esthétique avec une meilleure connaissance des tissus au niveau de la face pour la chirurgie du vieillissement et un deuxième avènement fondamental qui est l'invention par Yves-Gérard Ilouz de la lipoaspiration qui a permis de modifier le corps de façon efficace, radicale, définitive. On peut donc situer dans les années 80 la maturité de la chirurgie esthétique. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale avant de revenir sur la demande, les motivations des patientes et bien évidemment parler des différentes techniques et de leurs progrès.
merci d'être resté en notre compagnie et celle de Feldman et sa clarinette, je dirais, presque magique. Vous étiez sous le charme, docteur Oana. Oui, 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 c'est magnifique. Vous opérez en musique. Magnifique. Ça peut arriver, effectivement. Oui. Alors, on a évoqué, donc, vous nous avez donné les définitions, la chirurgie esthétique, la chirurgie réparatrice, la plastique. Vous nous avez expliqué qu'en fait, la maturité de la chirurgie esthétique datait des années 70. Je voudrais qu'on dise un mot sur la demande des patientes et pour quel type d'intervention. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est une demande qui est tout à fait mature. Les patientes qu'on voit en consultation sont des patientes qui viennent exprimer un véritable problème. Vous dites des patientes, donc longtemps la demande était plutôt féminine. Longtemps, et elle l'est toujours en majorité. En majorité. On peut dire que 80% des patients qui nous consultent sont plutôt des femmes. Il y a à cela une raison très précise. Le corps de la femme est un corps qui se modifie avec le temps, la puberté, les grossesses, les modifications hormonales. Le terme n'est peut-être pas très joli, mais on va dire que le corps de la femme est un corps à géométrie variable et qui remet en question beaucoup de sa morphologie. C'est moins le cas pour l'homme. On va dire que la femme est plus victime de son corps, que l'homme est plutôt responsable de son corps. Et de ce fait, ça explique, si vous voulez, cette majorité de femmes, effectivement. Non, la motivation, elle est claire. Les patientes sont tout à fait informées maintenant. Il est extrêmement rare que l'on tombe sur des patientes un petit peu originales. Bon, ça peut arriver, on va dire c'est entre 2 et 5% de la demande, avec des demandes un petit peu étranges. Bon, évidemment. Il y a un rôle social de la beauté, entre guillemets. Il est fondamental. Il est social, il est psychologique, il est affectif, il est professionnel. Vous dites c'est clairement un critère de réussite. C'est un critère d'abord pour être bien, pour se sentir bien, pour être bien avec les autres, et puis la confiance, évidemment, est un facteur essentiel de la réussite. Donc, évidemment, lorsqu'on a un problème de ce type, on peut clairement dire que sa correction est une correction à visée thérapeutique, bien qu'il n'y ait pas pour autant de pathologie au sens organique. Quel type de chirurgie vous est surtout demandé ? On peut faire un classement. On a évoqué tout à l'heure le nez. Oui, on va dire globalement les deux axes de demande, c'est le rajeunissement, donc la chirurgie au niveau du visage, que ce soit les paupières, le lifting ou les techniques de médecine esthétique que nous pratiquons beaucoup, comme les injections de botox, d'acide hyaluronique, les peelings. Donc ça, c'est un axe majeur. Le deuxième axe concerne plutôt le corps, avec une égale répartition entre, par exemple, la chirurgie des formes, dont la correction est permise par la lipoaspiration, et la chirurgie des seins, où la demande de féminité connaît effectivement un pic particulier, soit après la puberté, une fille n'arrive pas à s'exprimer quand elle juge que sa poitrine est trop petite, ou au terme des grossesses, où la femme qui a été mère veut redevenir femme et redevenir séduisante et retrouver les atouts qu'elle a toujours eus. Il y a des périodes privilégiées dans la demande ? Oui, globalement, bien évidemment, on ne conseille pas aux patients de se faire opérer juste avant de partir en vacances, on ne conseille pas aux patients d'aller au soleil, donc on va dire que... Non, je pensais plutôt à des périodes de leur vie, docteur Ah, Oana. des périodes de leur vie. Clairement, oui. Il y a la période, on va dire, 18-24 ans, par exemple. Comment vous faites pour la légitimité de la demande ? Souvent, c'est des adolescentes qui peuvent être mal dans leur peau, qui peuvent présenter une fragilité psychologique. Est-ce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Il est clair que l'analyse psychologique du patient est une étape fondamentale de la consultation. C'est une étape essentielle, en tout cas, du premier contact. Et en fait, il suffit bien évidemment d'écouter la patiente, mais aussi beaucoup de la regarder, de voir si elle a un regard fuyant, si elle vous regarde droit dans les yeux, la clarté de son expression, si par exemple il s'agit de la poitrine, de voir les difficultés qu'elle a à se déshabiller, la pudeur qu'elle montre, la gêne qu'elle a, etc. Et il y a beaucoup de non-dits qui sont extrêmement significatifs au cours d'une consultation et qui permettent de
d'apprécier assez précisément la motivation. Après, bien sûr, il y a la réalité, c'est-à-dire qu'on voit l'importance du problème et on apprécie la répercussion qu'elle peut avoir sur le vécu. Comment vous faites quand la demande vous paraît pas légitime? Quand la demande ne paraît pas légitime, bon, c'est assez rare hein, quand même, parce qu'une patiente qui a une belle poitrine, je vois pas pourquoi elle va venir consulter. Bon, c'est évident. Le plus souvent, la demande est légitime, effectivement, et notre objectif est d'en expliquer les avantages, les inconvénients, les limites aussi, bien évidemment. Euh, On fait un petit peu peur là maintenant aux patients. Vous êtes obligé d'annoncer toutes les complications éventuelles Oui, pour tout acte de chirurgie. ça fait partie de l'information, effectivement. Il faut que le patient L'information, soit le consentement clairement... éclairé. Oui, tout à fait. On insiste beaucoup sur les complications parce que peut-être aussi, ça peut être l'effet un peu négatif des médias. On a trop tendance à considérer comme la chirurgie esthétique comme quelque chose de magique, où les cicatrices, par exemple, disparaissent. On entend dire ça. Or, une cicatrice ne disparaît jamais. Les cicatrices peuvent être jolies ou moins jolies, ça dépend du potentiel individuel de chacun, et le chirurgien n'a pas là-dessus un rôle prépondérant. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que les patients ont tendance un petit peu à considérer que venir voir un chirurgien plasticien, c'est déjà la solution. Non. Évidemment, c'est un bon tremplin, mais pour autant, il reste effectivement des incertitudes qu'il y a lieu d'exprimer et sur lesquelles il convient d'autant plus d'insister que la patiente est au contraire très très partante. Voilà, il faut un petit peu ralentir cet enthousiasme et le canaliser pour lui permettre d'avoir une meilleure conscience de la réalité. Vous avez constaté, vous, chirurgien esthétique, une diminution de l'âge moyen du premier lifting ou de la demande? C'est indiscutable. Lorsque j'ai commencé mon activité, je me souviens du traumatisme des patientes qui venaient me voir en me disant « c'est terrible, j'ai 40 ans ». Aujourd'hui, à 50 ans, la femme est superbe et c'est à 60 ans qu'elle se pose la question. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire, de vrai. Alors bon, déjà, en ce moment, je commence à avoir 50 ans, ça, bon. Mais c'est pas aussi fort que la quarantaine des années 80, par exemple. Il y a effectivement, pour des raisons peut-être d'hygiène, de modification, de progrès médicaux, une longévité significative qui est apparue. Ça, c'est sûr. Et il est certain que... Vous n'avez pas une demande de médecine de soins esthétiques beaucoup plus précoce, quoi. On a l'impression que le recours, vous les avez évoqués tout à l'heure, on va peut-être en parler plus longuement, au Botox, à l'acide hyaluronique, se fait finalement chez des jeunes femmes. Et c'est tout l'intérêt de la médecine esthétique de remplir un espace lorsque la chirurgie n'est pas encore indiquée. Par exemple, il est clair qu'une femme, on va dire... 45, 50 ans, le visage un tout petit peu fatigué, un petit peu relâché, etc. On ne peut pas, si vous voulez, se précipiter vers une intervention, sauf affaissement prématuré, par exemple. Alors, effectivement, il existe des alternatives et la médecine esthétique occupe une place importante dans notre activité de chirurgien plasticien, puisqu'elle permet, si vous voulez, de répondre à toutes les possibilités de la patiente et pas forcément à donner une réponse chirurgicale automatique. C'est important parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait des bagarres entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Vous dites non, ça fait partie. Non, il y a des médecins dont la spécialité est médecine esthétique et qui ne font de ce fait que des injections. La majorité de ces médecins ont la compétence et la rigueur nécessaire pour savoir qu'il y a un temps pour tout et que quand l'acte devient chirurgical, eh bien à ce moment-là, on passe à la chirurgie. Mais en règle générale, effectivement, le plasticien dans sa formation, le chirurgien plasticien, peut et fait autant les interventions que les gestes médicaux d'injection et autres. La fidélité, précisément, les rencontres médicales du jeudi. Je reçois aujourd'hui le docteur Jacques Ohana. Nous faisons le point sur sa spécialité de chirurgien esthétique. Alors, on va aborder, docteur Ohana, le vieillissement de la peau. Vous nous avez expliqué que l'intervention médico-chirurgicale se faisait de plus en plus tôt. Le vieillissement de la peau, c'est finalement quelque chose de physiologique, mais il y a des facteurs qui sont quand même des facteurs aggravants. Oui, bien sûr, c'est un facteur effectivement qui est tout à fait physiologique. Le vieillissement, c'est un petit peu le lot de tout le monde.
Il y a des facteurs héréditaires. Il y a des gens, effectivement, qui vont être marqués de façon significative, plus précoce que d'autres. On peut voir 2 patients ou 2 patientes du même âge avec une différence apparente qui peut être de l'ordre de 10 ans. Voilà, ces facteurs sont importants. C'est génétique ou c'est des facteurs comportementaux, environnementaux, ou un petit peu de tout? Les facteurs génétiques sont importants. Il est clair aussi que les facteurs comportementaux, le stress, on va dire le cigarette, l'exposition au soleil, le manque de sommeil, l'activité un petit peu débordante, une vie un tout petit peu débridée, bon, c'est évident. Les modifications du poids, Les modifications du poids, en dehors des facteurs purement génétiques, bon, comme l'obésité par exemple, ont une raison d'ordre psychologique significatif, et il n'est pas rare, quand il y a des prises de poids importantes, qu'il y ait une association avec un facteur de dépression, des modifications radicales de la vie, la perte d'un emploi, un divorce, un malheur familial, etc. Et c'est assez fréquent de voir ces modifications de poids pour des raisons d'ordre psychologique. Qu'est-ce qui se passe sur la peau avec le vieillissement, de façon très très simple? Bon, avec le vieillissement, l'ensemble des tissus perd son élasticité. C'est une perte d'élasticité. Oui, la peau s'affine, elle se relâche. Le tissu sous-cutané s'affine aussi, la peau perd son soutien, le collagène est moins ferme. Le tissu on entend beaucoup parler du collagène. Le collagène, c'est... c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif, c'est le tissu de soutien. Et si vous voulez, il y a la peau, le tissu graisseux sous-cutané, et puis l'ensemble des tissus s'appelle le tissu conjonctif, c'est le tissu de maintien. Il est essentiellement constitué de 2 produits, le collagène et l'acide hyaluronique, et c'est la raison pour laquelle l'acide hyaluronique en particulier est le produit de choix pour venir raffermir, combler un relâchement ou un déficit de tissu conjonctif. Vous le placez en tête. J'allais vous interroger parce qu'autrefois, il y avait des crèmes qui étaient plus ou moins efficaces. Là, vous dites maintenant l'acide hyaluronique. J'allais vous dire plutôt le Botox. Oui. Alors là, c'est clair, si vous voulez, que ce sont 2 choses différentes et complémentaires. Complémentaires. Oui, le Botox est un produit qui agit sur les rides d'expression. Il agit, par exemple, sur les rides du front, lorsqu'on fronce les sourcils, lorsqu'on soulève les sourcils, ou sur les rides dites de la patte doigt, lorsqu'on cligne les yeux. C'est-à-dire, il agit sur des rides qui apparaissent quand les muscles se contractent. Le Botox est un myorelaxant, et donc le muscle ne se contractant plus, la ride disparaît. Le Botox est actif sur la partie supérieure du visage. Pour la partie inférieure du visage, c'est totalement différent. Les rides, ce sont des fractures de la peau, ce sont des pertes de volume, il faut donc les combler. Et c'est un produit totalement inerte qui vient prendre la place de la matière qui est perdue. Donc, Botox, acide hyaluronique, 2 produits différents, aux indications différentes et totalement complémentaires pour traiter l'ensemble du visage. Et si l'on parle davantage d'acide hyaluronique, par exemple, que de collagène et d'autres produits, parce que c'est le produit de remplissage qui a fait ses preuves sur le plan de l'efficacité, l'innocuité, l'absence de complications, la fiabilité, la reproductibilité. Donc on va dire qu'avec Botox et acide hyaluronique, nous avons 2 produits d'extrêmement bonne qualité, ce qui explique évidemment cet engouement vers ces produits. Qui ont remplacé d'autres produits qui avaient de gros inconvénients. Qui ont remplacé d'autres produits, en particulier les injections de silicone, qui ont comme inconvénient d'être permanents, ce qu'au début on a cru comme un avantage, mais qui avec le temps évoluent par poussée inflammatoire et entraînent une déformation progressive des tissus. Par exemple, lorsqu'on voit des visages apparemment déformés ou des lèvres extrêmement projetées, c'est rarement le désir de la patiente. La patiente en est même davantage victime. Je pensais que c'était un canon, qui était un canon qui nous venait des États-Unis. Non, pas du tout, malheureusement. C'est l'utilisation malencontreuse d'un produit qui, heureusement, est interdit aujourd'hui et qui évolue par poussée inflammatoire et déformante au point, effectivement, de donner des visages qui sont des caricatures que les patientes n'ont pas cherchées et dont elles sont victimes. Alors, vous avez parlé, vous nous avez bien expliqué donc le Botox pour la partie supérieure, l'acide hyaluronique qui comble. Il y a d'autres méthodes, parce que ça progresse en permanence. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur les fils de suspension rétractables. Alors, on les classe où? Oui, tout à fait. Si vous voulez, il y a maintenant
une nouvelle génération de progrès en matière de médecine esthétique. Ce sont ce qu'on appelle les fils tenseurs de la face. Ce sont des fils, si vous voulez, crantés, qu'on passe sous anesthésie locale au niveau du visage et qui permettent un petit effet lifting et qui permettent de retendre. Il en est de même des fils, on appelle ça les fils coréens. Ce sont des fils inducteurs de collagène qu'on place sous la peau et qui stimulent la fabrication de collagène, d'acide hyaluronique, d'élastine. C'est indiqué surtout pour les patientes, bien sûr, qui n'ont pas besoin de lifting, qui ont un relâchement tout à fait modéré, ou pour les patientes qui ne veulent pas faire de lifting, parce qu'il y a des patientes que cette intervention fait peur un petit peu. On parlait sur les liftings, on disait qu'il y avait un grand décollement de la peau. Là, on est avec des méthodes qui sont des méthodes. Ce sont des méthodes effectivement moins invasives, moins agressives, évidemment moins efficaces. On ne peut pas effectivement avoir cette solution miracle d'une piqûre qui est l'équivalent d'un lifting. Le lifting cervico-facial est une intervention beaucoup plus complète, qui traite la peau, qui traite la graisse, qui traite les muscles, qui a un effet naturel, qui a un effet durable, 10 à 15 ans. Enfin, ça reste, si vous voulez... Il a gardé toute sa place. Alors. Il a gardé toute sa place. Simplement, il est vrai maintenant que avec ce vieillissement qui est mieux contrôlé, eh bien, les patientes qu'on opérait, je vais dire à 45 ans, on peut maintenant les opérer à 55 ans, avec la variabilité que cela suppose. C'est-à-dire que les techniques de médecine esthétique dont vous avez parlé, que ce soit le botox, l'acide hyaluronique ou les fils tenseurs ou d'autres méthodes, permettent de retarder en fait... En tout cas, elles occupent un très large créneau quand la demande n'est pas chirurgicale et quand il paraît excessif de faire une intervention pour un relâchement modéré. Donc on va dire clairement que la médecine esthétique est venue enrichir la palette du chirurgien plasticien qui peut de ce fait proposer, selon les cas, telle ou telle intervention sans être trop agressif et pour répondre le plus précisément à la demande de la patiente. On disait, docteur Oana, qu'aux États-Unis, la chirurgie devait se remarquer, alors qu'en France, elle doit être la plus discrète possible. Une belle chirurgie, c'est celle qui ne se voit pas. Ça reste vrai ? Oui, ce qui est très vrai dans ce que vous dites, si vous voulez, c'est que la chirurgie esthétique est le reflet d'une culture. Et il est clair, si vous voulez, que chaque pays a son niveau, son type de chirurgie esthétique. Deux pays en particulier sont à citer. Il y a le Brésil, où il y a le culte du corps, avec un développement excessif de la chirurgie des fesses, de la chirurgie des seins. Bon, c'est un pays où les gens vivent au soleil, où le corps s'exprime totalement par la danse, où il y a un langage du corps énorme. Et le deuxième pays qui est fascinant, c'est la Corée, où il y a un développement mais considérable de la chirurgie esthétique, au point même que la chirurgie esthétique en Corée est la norme. Ça veut dire que tout le monde se fait opérer. Actuellement, le pourcentage d'intervention est entre 20 et 50%. En France, nous sommes entre 5 et 10%. Autant vous dire que c'est tout à fait différent. Et là-bas, par contre, en Corée, c'est essentiellement la chirurgie du visage qui est pratiquée avec des résultats tout simplement stupéfiants. Je reviens d'ailleurs d'un séjour là-bas et je dois dire que les Sud-Coréens sont des chirurgiens tout à fait impressionnants et la culture est tout à fait passionnante. On voit des reportages où parfois, dans les pays qui sont les pays d'Extrême-Orient, la chirurgie, c'est une chirurgie qui leur donne des nez qui sont des nez plutôt occidentaux, des interventions pour débrider les yeux. C'est juste un reportage ou c'est vraiment des phénomènes de masse ? Non. Parce que là, ce que vous dites sur la Corée, c'est quand même... Il est clair, si vous voulez, que si vous voyez un visage, une Coréenne, le visage est large, un peu aplati, il n'a pas beaucoup de relief. Alors, il est clair qu'elles cherchent une occidentalisation de leur visage, avec un nez avec des formes plus marquées, des pommettes plus saillantes, un visage plus ovale et non pas carré. Et cette chirurgie connaît un développement considérable. Limite là-bas, c'est une condition pour trouver un travail. Et ce que je vous dis n'est pas du tout excessif. Les parents offrent l'intervention chirurgicale à leur enfant une fois qu'il a son bac.
Voilà. Le, C'est très le cadeau de impressionnant. fin d'études. Oui, oui. C'est pour ça que je disais que la chirurgie esthétique est le reflet tout à fait d'une culture. Je peux vous demander votre sentiment sur ces bouches qui sont exagérément gonflées. On a l'impression que c'est une mode. Non, C'est non, faux. non, 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 pas du tout. Sauf cas particulier, parce qu'il y a toujours des extrêmes, il y a toujours des, je dirais, marginaux un petit peu, qui veulent exprimer quelque chose de particulier à travers cette protubérance excessive. Non, je crains malheureusement que les personnes qui ont ces bouches un petit peu déformées, ce soit le plus lié à la mauvaise qualité du produit qui a été utilisé qu'à un désir personnel de la C'est pas une patiente. demande. C'est pas une demande. Non, au départ, elles voulaient peut-être des lèvres un petit peu plus importantes. Elles ont eu ce produit qui continue à évoluer pour son propre compte et qui continue à déformer progressivement. Non, non, c'est pas une mode, malheureusement. Non, non. Non, non, beaucoup de patientes viennent pour augmenter le volume de lèvres, mais elles demandent toujours de façon raisonnable, de façon discrète, etc. Non, non, ces lèvres déformées ne sont pas, sont des caricatures qui ne sont pas du Qui tout sont de des l'ordre accidents en fait qui ne de sont la pas du chirurgie, tout de l'ordre de l'esthétique. pas des demandes Oui, qui sont des accidents exagérées. d'injection D'injection d'un d'un produit produit qu'on n'utilise plus. qui est fort heureusement interdit. Oui. Les rencontres médicales du jeudi, je reçois aujourd'hui le docteur Jacques Ohana, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Vous savez maintenant les différences entre ces trois termes. Alors, docteur Ohana, vous nous avez expliqué dans le cours de l'entretien que la chirurgie esthétique s'adressait 8 fois sur 10 à des dames, que la demande était majoritairement féminine, mais on sent une montée d'une demande masculine. Que viennent vous demander les messieurs en consultation? Effectivement, il y a un pourcentage un petit peu plus élevé qui est peut-être maintenant entre 10 et 20%, quand il n'était qu'à 5% il y a quelques années. Bon, il faut quand même savoir fondamentalement que nous vivons dans une société où la recherche de la beauté ou l'exigence de la beauté est plus portée vers la femme que vers l'homme. L'homme ne se maquille pas. Les modalités vestimentaires de l'homme sont, je dirais, un peu monotones. C'est un peu un costume, bon, c'est toujours à peu près pareil. Le standard d'être un petit peu bronzé, c'est passé, ça? Ouais, il y a beaucoup plus de recherche, de fantaisie, d'inventivité et de quête de beauté chez la femme que chez l'homme, ce qui explique d'ailleurs naturellement cette demande. Pour autant, il est vrai que les progrès de la chirurgie esthétique concernent l'homme de façon significative. Alors, en matière de vieillissement, les paupières sont une demande fréquente. C'est vrai que cela donne un air fatigué, un regard fatigué. Et les paupières, vous parlez d'actes chirurgical. Oui, oui. C'est vrai que la chirurgie des paupières se fait fréquemment chez l'homme. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, le botox, l'acide hyaluronique, c'est pour les dames, c'est pas pour les messieurs? Les hommes sont beaucoup moins consommateurs de médecine esthétique. C'est toujours dans les mêmes proportions. Ils ont du mal proportions. à franchir le... C'est pas dans l'ordre de leur demande. C'est pas dans l'ordre de leur demande. C'est un fait qu'on doit constater. Et puis, encore une fois, même au niveau cosmétique, l'homme n'est pas un particulier consommateur, malgré tout ce que, sur le plan marketing, les grosses sociétés de cosmétologie aimeraient considérer. Alors, ils viennent vous demander quoi? Oh, disons que les interventions qui sont pratiquées chez les hommes, c'est souvent la chirurgie des paupières, parce qu'effectivement, avoir un air un petit peu fatigué, voire un petit peu déprimé, etc., c'est pas socialement compétitif. C'est un geste simple en plus. C'est un geste simple, c'est un geste qui est efficace, c'est un geste qui modifie significativement et qui demande simplement une petite semaine de marginalisation sur le plan social. Il y a aussi une demande, bien sûr, au niveau des surcharges graisseuses, par exemple au niveau des pectoraux, on appelle ça la gynécomastie, qui gêne considérablement. Et il n'est pas impossible que ce développement de gynécomastie ait un rapport avec toutes les modifications des aliments que l'on mange, qui sont eux-mêmes nourris d'hormones, d'antibiotiques, etc., et qui modifient fondamentalement notre corps. Et vous n'avez pas parlé de la calvitie, je pensais que vous alliez... C'est exactement ce par quoi j'allais conclure. Et il y a bien évidemment chez l'homme une demande en matière de calvitie, et la chirurgie de la calvitie a fait des progrès considérable, on va dire, ces 10 dernières années.
ou les anciennes techniques où on prélevait une bandelette derrière Et à on la partir de ramenait laquelle... sur le devant. Voilà. Non, ça, ce sont des techniques qui maintenant sont Dépassé. complètement dépassées. Là, ce sont des techniques de greffe cheveu par cheveu qui donnent des résultats exceptionnels de naturel et qui se font extrêmement fréquemment. Bon, c'est simplement une chirurgie à laquelle moi, personnellement, je ne m'intéresse pas particulièrement parce que je veux dire que c'est une chirurgie qui va durer 8-9 heures, qui est un tout petit peu fastidieuse et j'ai pas d'attrait particulier pour ce type de chirurgie pour laquelle des dermatologues très compétents ont des résultats tout à fait exceptionnels. Un autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, là aussi parce que on voit régulièrement des reportages qui nous interpellent, qui même peuvent nous inquiéter, qui sont le tourisme chirurgical esthétique. Oui, le tourisme chirurgical esthétique s'est développé considérablement. Au début, ça a été une vraie surprise. Comment peut-on aller se faire opérer dans un autre pays, etc. Parce que vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance de la consultation préopératoire. Oui, tout à fait. On achète un forfait avec une intervention sans avoir vu le chirurgien. C'est clair que on répond à un questionnaire qui est en général envoyé par une agence de voyage et puis tout est organisé. La personne va donc dans ce pays se faire opérer, elle ne sait pas par qui, etc. Bon. Pour autant, on est obligé de constater deux choses, si vous voulez. C'est d'une part que cette demande est importante, ce qui traduit la démocratisation de la chirurgie esthétique et ce qui traduit l'importance de la demande et que nombre de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le faire dans le pays où ils sont acceptent. Parce que quasiment rien des indications dont on a parlé n'est remboursé par la Sécurité sociale. Oui, bien sûr, bien évidemment. Non, la chirurgie esthétique n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Et tout à l'heure, quand vous dites une intervention pour calvitie dure 8-9 heures, il faut bien rémunérer le chirurgien. Ah oui, donc ce sont bien sûr. interventions qui coûtent cher. Nous savons, si vous voulez, que le prix d'une intervention, s'il est considéré comme onéreux, c'est parce que, si vous voulez, il y a des frais importants qui sont des frais de bloc opératoire et les cliniques ont beaucoup de difficultés à conserver un niveau de compétence vu les règles qui lui sont imposées. Il y a un personnel qui est considérable, il y a des charges qui sont lourdes, il y a des loyers, il y a des assurances, il y a des anesthésistes, etc. Donc, si vous voulez, le prix, s'il peut paraître élevé, il est tout à fait justifié. Enfin, en tout cas, il est cohérent et il est donc possible que dans certains pays, de telles interventions puissent être pratiquées de façon beaucoup moins chère et cela attire beaucoup de gens. Vous êtes dissuasif, vous êtes pour le moins réticent et probablement dissuasif quand même. La réticence que l'on peut avoir, si vous voulez, c'est que ce qui compte, c'est bien sûr l'intervention, et rien ne dit que l'intervention n'est pas bien faite dans ces pays, mais ce qui compte aussi est beaucoup... Le plateau technique peut-être aussi, non ? C'est le suivi post-opératoire. Parce qu'une fois que l'intervention est faite, elle est loin d'être terminée. Une intervention n'est terminée que 6 mois, 1 an après, au terme de la cicatrisation, et il peut y avoir des complications précoces à moyen et à court terme qui, si on a quitté le lieu et si on est à distance du chirurgien, évidemment, peuvent poser problème. Et il n'est pas rare que nous recevions en consultation des patientes qui ont été opérées dans d'autres pays. C'est vous qui assurez le post-op. Oui, d'accord, on le fait, c'est tout à fait normal, c'est notre rôle de médecin. C'est, on va dire, l'écueil de ce tourisme chirurgical qui ne concerne d'ailleurs pas que l'esthétique. Il y a des pays qui se sont spécialisés dans l'orthopédie, dans la dentisterie, dans les cheveux, etc. Voilà, c'est un fait de mondialisation dont il faut tenir compte. On arrive presque au terme de notre entretien. Vous voyez, ça passe très vite. J'aimerais qu'on conclue. Vous avez expliqué l'importance de l'écoute, l'importance du contact, raison pour laquelle vous donnez cet avis très négatif sur le tourisme chirurgical. Et puis, vous avez insisté sur les progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Oui, effectivement, il y a eu des progrès significatifs. On arrive maintenant, si vous voulez, à avoir des résultats qui sont tout à fait personnalisés, prévisibles aussi, ça c'est important.
Mais effectivement, moi, j'insiste effectivement sur l'importance de cette chirurgie, qui est une chirurgie à visée thérapeutique, car elle rend des services considérables. Car les patientes qui sont gênées par un nez, même s'il n'est pas difforme, mais qui ne sortent pas, qui ne veulent pas être prises en photo. C'est le vécu de la patiente, voilà, en fait. Absolument. Une patiente qui se sent, je ne veux pas dire amputée, c'est tellement excessif, mais qui se sent privée de sa féminité et qu'une intervention simple peut corriger, franchement, je pense qu'il n'y a pas à se poser de multiples questions. Je voudrais juste revenir sur un terme. Je ne suis pas très négatif sur le tourisme chirurgical. Je dis simplement qu'il y a des écueils qu'il faut éviter. Voilà, je pense que votre discours très calme, très pondéré a rassuré beaucoup de nos auditrices, certains des auditeurs, puisque maintenant 1 sur 4 ou sur 5 peut décider de se faire opérer, ou en tous les cas le fait, et que la chirurgie, dans de bonnes conditions, participe également à la quête du bien-être, peut-être du bonheur. Absolument, oui, au même titre que tant de choses, bien sûr. Ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas indispensable, c'est tout à fait utile. Et avec des répercussions. Voilà. Après, chacun a un libre choix de ce qu'il veut faire ou pas. Docteur Oana, je vous remercie. Merci beaucoup.